Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle on va aborder l'introduction au réseau. Donc on est sur le premier niveau à travers lequel on va aborder les éléments fondamentaux. Je vous propose comme plan d'action où les éléments qu'on va aborder vont être les prérequis et les objectifs, donc l'impact des réseaux actuels sur nos modes de vie, les modèles du trafic réseau, les éléments composant les réseaux, les différents types de réseaux, les grands challenges des réseaux, les tendances. On terminera par une synthèse et puis une validation des acquis à travers donc des questions et je vous proposerai à la fin les réponses. Les prérequis et objectifs. Donc ce chapitre n'a pas de prérequis en réalité, autre que celle de s'intéresser au monde connecté d'aujourd'hui. Donc les objectifs de ce dernier ou de ce chapitre est de présenter les réseaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Il s'agit d'appréhender les différentes formes sous lesquelles peuvent se présenter les réseaux et l'impact de ces derniers sur la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle. Nous allons donc voir les différents éléments qui peuvent composer un réseau, les différents types de réseaux existants, la manière de le représenter, et les tendances actuelles. À l'issue de ce chapitre, nous serons capables de différencier les éléments qui composent un réseau, de décrire les différents types de réseaux, de décrire les différentes topologies réseaux communes, et puis de décrire les tendances des réseaux dans le monde actuel. En premier point, on va aborder l'impact des réseaux actuels sur nos modes de vie. Comme on le sait, aujourd'hui, les réseaux sont partout. Les accès Internet sont maintenant largement démocratisés et les contenus sont accessibles depuis presque partout, soit en allumant son PC, son téléphone, sa tablette ou sa montre connectée. Au cours des 20 dernières années, le réseau s'est infiltré partout, soit pour répondre à certaines problématiques, soit pour simplifier les échanges de données ou encore parfois dans un autre contexte pour créer de la consommation. Une des principales preuves de son omniprésence est la flambée des termes télé quelque chose. Le télétravail se développe de plus en plus et permet aux employés d'accéder aux ressources de l'entreprise depuis chez eux ou depuis des bureaux de proximité. Les téléconférences permettent d'organiser de véritables réunions de travail en audio et en vidéo, avec une qualité remarquable, au point de donner l'illusion que les participants sont à la même table. La télémédecine se développe également et permet par exemple à ces spécialistes de consulter des radiographies ou d'ausculter des patients avec une précision incroyable. Un spécialiste médical est ainsi disponible à distance. Les téléservices permettent d'accomplir les actes administratifs en ligne. Les villes connectées mettent à disposition des cabines de téléservices afin de pouvoir joindre les agents municipaux à distance. Il ne s'agit ici que de certains exemples de nouvelles activités que le réseau permet d'accomplir, sans compter celles à venir. Dans un domaine plus classique, imagineriez-vous un seul instant, en 2021, une entreprise qui ne soit pas connectée? Les démarches administratives les plus courantes et même certaines plus complexes sont maintenant disponibles par des formulaires en ligne. La communication audio et vidéo est disponible de manière quasi instantanée grâce au réseau. On peut communiquer avec l'autre bout du monde aussi, en 2 clics. En clair, l'accès au réseau est devenu pour les entreprises un levier stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que la disponibilité, la sécurité et l'évolutivité sont des critères critiques pour la vie de l'entreprise, à tel point que, vous l'avez sûrement déjà vécu, en tant que technicien, les employés sont parfois contraints de s'arrêter de travailler lorsque le réseau est indisponible. Sur le plan de l'usage personnel, le constat est similaire.
Les ventes de billets au guichet ont chuté et la dernière journée sans réseaux sociaux a été un échec patent. L'impact des réseaux aujourd'hui est donc total. Il influe sur les aspects économiques, politiques et militaires, ainsi que sur les domaines scientifiques comme la médecine, le nucléaire et même l'exploration spatiale. Et que vous soyez technicien, administrateur ou ingénieur, vous êtes en charge de ce nouveau paradigme. Vous êtes un des gardiens de ce nouveau monde connecté. Le point suivant va nous permettre d'aborder les modèles de trafic réseau. Entre autres, ce qu'on appelle le modèle client-serveur, le modèle peer-to-peer et un petit travail pratique ou quelques travaux pratiques de partage de ressources. On va commencer par le premier modèle, le modèle client-serveur. Un environnement client-serveur est une topologie où les services sont hébergés sur des machines spécifiques, nommées serveurs. Les clients s'adressent à ce serveur pour se voir offrir les différents services proposés. Un serveur web, par exemple, héberge le site internet de l'entreprise. Un serveur de fichiers héberge les fichiers qu'on aimerait bien partager avec l'ensemble des collaborateurs. Dans un environnement client-serveur, rien n'interdit de laisser les services en place sur les stations de travail. Mais il existe une ou plusieurs machines dédiées sur le réseau dont la seule tâche est de répondre aux requêtes des clients et de leur fournir le meilleur service. Matériel dédié, informations centralisées, etc. Les services offerts vont bien au-delà du simple partage de fichiers. Ce peut être des services d'impression, de sécurité, de paramètres, comme la fourniture d'une configuration IP, etc. Une gestion centralisée permet de gérer plus facilement et plus efficacement les choses. De plus, cela permet de garantir l'unicité de l'information. Dans une entreprise, il faut gérer les personnes, les groupes, la messagerie, les configurations des environnements, etc. L'ensemble des utilisateurs, le déploiement des logiciels, les contrôles d'accès, les droits et les privilèges, tout ça doit être centralisé au sein d'une seule machine. Exemple pratique, ce qu'on appelle les services d'annuaire. Un annuaire est une base de données optimisée pour des accès en lecture. En effet, la modification des éléments de la base de données, quand on dit modification, cela veut dire écriture, sera moins fréquent que la recherche d'informations, c'est-à-dire la lecture. Qu'est-ce que l'annuaire réseau? Il s'agit d'une base de données dans laquelle sont stockées des informations sur le réseau, comme les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs, les ordinateurs et les groupes d'ordinateurs, les ressources partagées, entre autres les fichiers, les imprimantes, etc., les applications des informations ayant trait à la sécurité, ou ce qu'on appellera un peu plus tard les stratégies de sécurité de l'entreprise. Cette base de données doit être unique de façon à éviter la redondance d'informations et de façon à faciliter son administration et sa gestion. Le service d'annuaire doit offrir une vue la plus logique possible d'un ensemble d'objets peu compréhensibles à l'état naturel. Les critères d'organisation doivent faciliter autant que faire se peut la recherche d'informations selon des critères. Exemple simple, un utilisateur souhaite imprimer sur une machine couleur, est capable d'agrafer les documents et situé à proximité de son bureau. L'annuaire réseau lui permet de trouver l'imprimante et, s'il dispose d'autorisation sur cette imprimante, d'imprimer. On l'aura compris, le service d'annuaire ne peut exister que dans un environnement client-serveur. Un client qui offre et qui centralise des services, un serveur qui offre, qui centralise des services et des clients qui sollicitent des services. La choralité et le recours à des machines spécialisées, les serveurs dont le prix est évidemment différent de celui d'une banale station de travail, faire reposer l'annuaire et l'ensemble des services sur un seul serveur est imprudent. Associer plusieurs serveurs est préférable, la difficulté étant de maintenir l'unicité de l'annuaire.
Le modèle client-serveur est également appelé architecture 2 tiers, le client étant le niveau 1 et le serveur le niveau 2. Il est possible d'avoir une architecture 3 tiers. Dans ce cas, un serveur de base de données, le niveau 3, fournit les informations au serveur et uniquement à lui. Le client n'est utilisé que pour des requêtes simples et pour l'affichage. Le serveur s'occupe du traitement des données et des requêtes vers le serveur de base de données. Les avantages d'une architecture 3 tiers sont entre autres une séparation du front-end et du back-end permettant une spécialisation des développeurs, une flexibilité autorisant l'allocation dynamique des ressources en fonction des besoins et une adaptabilité aux nouvelles technologies plus souples. Les inconvénients majeurs d'une architecture 3 tiers étant le coût et la complexité d'apprentissage. Donc cet exemple d'architecture 3 tiers, on le trouve souvent quand on met en place les clients légers. Un client qui sollicite un serveur web et un serveur web qui sollicite un serveur de base de données pour récupérer les données qui se trouvent à l'intérieur du système de gestion de base de données. Pour résumer, une architecture client-serveur repose sur la mise en place de machines plus ou moins robustes qui offrent des services aux machines clientes. Ces dernières sollicitent ces services. Sollicitent le service d'attribution d'une configuration IP, sollicitent le service de résolution de nom, sollicitent le service de consultation de messagerie, de navigation sur le site internet, etc. L'autre type de modèle qu'on rencontre dans le monde de la réseautique, c'est le modèle peer-to-peer. Dans un réseau d'égal à égal, l'appellation en français, ou peer-to-peer, chaque station est tantôt client quand elle émet une requête vers une autre station, tantôt serveur quand elle répond à une requête émanant d'une autre station. Donc un client peut jouer le rôle d'un serveur à un instant T et peut devenir un client à un autre instant. Il peut offrir un service et il peut solliciter un service. Chaque utilisateur dans le réseau est responsable du contrôle d'accès aux ressources qu'il met à la disposition de ses pairs. Les données hébergées sur une station de travail sont par nature plus vulnérables aux incidents, disques défectueux, panne d'alimentation, etc. En effet, une station de travail ne dispose pas d'origine des protections disponibles sur les serveurs, redondance de disques, d'alimentation, remplacement à chaud de composants, etc. Un bon nombre de ces protections ne sont pas implémentées sur les stations de travail, donc les stations habituellement utilisées par les salariés pour l'utilisation personnelle, les ordinateurs qu'on a l'habitude d'exploiter et d'utiliser chez nous. Quand la station répond aux requêtes d'autres clients, et donc quand elle joue le rôle de serveur, même si les tâches correspondantes s'effectuent de manière transparente, c'est au détriment des tâches qui s'exécutent pour l'utilisateur de la machine, lequel peut ressentir une baisse de performance et donc de l'inconfort dans la poursuite de son travail. Les processus exécutés en avant-plan sont toujours prioritaires sur les tâches exécutées en arrière-plan, sur une station de travail. Au final, un tel réseau est synonyme de simplicité. En dehors du matériel réseau assurant la connectivité entre les machines, il n'y a eu ni équipement spécifique supplémentaire, ni besoin de personnel spécialisé administrateur pour la mise en place des serveurs. Heureusement, pour le personnel en question, il n'est pas possible de construire de grands réseaux d'égal à égal ou de grands réseaux peer-to-peer, tant la sécurité globale est difficile à assurer et que le nombre de stations reste raisonnable. On va mettre en place un travail pratique pour mettre en place un réseau peer-to-peer ou d'égal à égal. En premier lieu, je vais me baser sur l'utilisation de deux machines virtuelles, donc une première machine, un client Windows, qui s'appelle
ImageWin et un deuxième client Windows qui est une copie en réalité, donc pour simuler la mise en place de deux clients utilisés par deux salariés au sein de l'entreprise. Pour s'assurer que notre station, ou pour que notre station puisse profiter et ou contribuer au réseau peer-to-peer ou d'égal à égal, il faut tout d'abord nous assurer qu'elle peut être à la fois client et serveur. Pour ce faire, on va aller dans le centre réseau et partage. Pour aller vérifier dans les propriétés de notre carte réseau la présence des différents protocoles. Donc, on vérifie la présence des éléments clients pour les réseaux Microsoft. On observe dans cette fenêtre les trois composants, si vous voulez, indispensables pour contribuer à un réseau d'égal à égal et en profiter de ces services. Le protocole, en l'occurrence, ou la famille des protocoles TCP/IP, que ce soit en version 4 ou en version 6. Le composant client, en l'occurrence pour les réseaux Microsoft, qui permet à la station d'émettre des requêtes. Le composant partage de fichiers et d'imprimante réseau Microsoft. Donc c'est l'élément ou les trois éléments à vérifier pour pouvoir offrir la possibilité à notre machine de contribuer à la mise en place d'un réseau égal à égal ou peer-to-peer sous Windows. Donc la même manip, on peut la vérifier au niveau des deux machines. Alors, ces deux machines, bien sûr, je les ai équipées d'une carte au réseau chacune, qu'on va brancher dans un segment LAN pour qu'elles puissent travailler ensemble. On va vérifier également l'attribution d'adresse IP ou l'obtention. Donc je n'ai pas de serveur DHCP dans ce contexte, donc on vérifie l'attribution de configuration IP statique au niveau de ces deux machines. Propriété TCP IPv4. Donc je suis dans le réseau 172.20 et la station copie et la station 02. LAN segment LAN. Centre réseau et partage, Ethernet, propriété, TCP IPv4, et je suis sur la station 0. Bien, on vérifie éventuellement le ping, sachant que le ping par défaut est bloqué, parce que le pare-feu Windows bloque le ping. Donc le message echo request n'entre pas par défaut dans les machines Windows. On pourra l'activer donc en désactivant ou autoriser cet accès en désactivant le pare-feu ou en activant la règle permettant d'autoriser l'accès aux echo requests. Pour vérifier, pour faire d'une manière rapide, on va désactiver
le pare-feu au niveau des deux machines. Activer et désactiver le pare-feu. Donc je vous déconseille bien sûr de faire ça, c'est juste pour tester le ping. Paramètres réseau des domaines. Je vais faire pareil au niveau de l'autre machine. Comme on peut s'intéresser éventuellement aux règles concernant le trafic entrant et on va s'intéresser à l'echo request en TCP/IP V4, sachant que le ping est basé sur le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol. On aura l'occasion de faire ça un peu plus tard quand on détaillera les protocoles. Je vais aller dans les fonctions avancées. Voilà. On ouvre la petite console CMD pour vérifier notre configuration IP. Donc on est sur la machine 01. On n'a pas besoin de passerelle. On ne va pas aller ailleurs pour l'instant, ni de DNS. On ne demande pas la résolution de nom non plus. On vérifie la configuration de la deuxième machine et on teste la connectivité à travers notre ping 172.20.0. Voilà, donc le ping vers la 2 passe. Là, peut-être j'ai pas désactivé le pare-feu correctement au niveau de cette première machine. Donc le ping de la 2 vers la 1 il passe, mais inversement non. Donc plutôt bien. On va aller sur l'une des machines pour créer un partage. On va dans l'explorateur de fichiers en premier lieu pour créer un dossier sous notre disque dur. Qu'on va appeler temp, dossier temporaire. Propriété du dossier, clic droit sur ce dernier, partage, partager, je reprends, pardon, propriété. On va activer donc, quand on clique sur partage avancé, le partage du dossier. On peut donner un nom au partage. On voit que par défaut il reprend le nom du dossier, mais on peut le renommer. Dans les options du partage, donc c'est ce qu'on vient de faire. Et dans le bouton partage, on peut décider avec qui on veut partager ce dossier pour avoir notre réseau d'égal à égal. Donc on peut l'autoriser avec tout le monde, on ajoute et on choisit le niveau d'autorisation qu'on veut mettre en place, que ce soit en lecture, lecture-écriture, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent lire uniquement depuis ce dossier ou éventuellement peuvent lire et écrire. Et on valide notre
partage. Donc le chemin renseigné ici, c'est le chemin à envoyer éventuellement par mail, à communiquer aux collaborateurs de l'entreprise pour qu'on puisse travailler et partager nos éléments à l'intérieur de ce dernier. Cela veut dire que si je copie ce lien, on peut le retrouver dans notre explorateur de fichiers, que ce soit ici ou au niveau des deux machines. Donc backslash desktop, le nom de machine ou son adresse IP. J'enlève juste la parenthèse. On peut accéder donc. Bon. 172.20.0. Partage, je revérifie. Alors, sous Windows, on va vérifier que les paramètres de partage sont activés. Ah. Activé. On est sur la machine .2. Voilà. Donc on accède au dossier partage. Donc on est sur la mise en place d'un réseau peer-to-peer, c'est-à-dire d'égal à égal. Donc à ce stade, les salariés à qui on communique ce chemin de partage pourront éventuellement utiliser ce dossier pour partager des documents, pour charger et télécharger éventuellement des documents depuis et vers ce fichier. Donc n'hésitez pas